Yes! C'est fabuleux! Thomas Levet. Les Grecs. Swing, le podcast de l'équipe et Journal du Golf. Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous allons tenter de répondre à cette question. Les Américains sont-ils des gros bourrins ? Nous reviendrons aussi sur l'actu golf de la semaine avec la deuxième place de Michael Lorenzo Vera. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thius et Martin Coulon du Journal du Golf. Bonjour messieurs. Salut Jean-Philippe. Salut JP, salut tout le monde. Allez, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Les Américains comme Koepka, Johnson, Thomas tapent fort. Les parcours sont souvent dépourvus de rough. Les scores sur le PGA Tour sont souvent fleuves avec des vainqueurs à moins 18, moins 22 ou même moins 23. Et quand ça se corse un peu plus, ça coince pour les Américains. La semaine dernière à Bay Hill, la victoire de Molinari avec un score, on va dire, européen de moins 12, mais surtout un seul Américain dans les 9 premiers. Messieurs, est-ce que les Américains sont-ils uniquement des gros bourrins ? Uniquement non, c'est sûr, mais en revanche, c'est sûr que c'était assez impressionnant de voir qu'à Bay Hill, dès qu'il y a un peu de rough, ils ont disparu, même si les meilleurs n'étaient pas forcément là, ils ont quand même disparu du leaderboard. On avait l'impression que c'était pas le PGA Tour à un moment. Et on se souvient surtout aussi de la déclaration de Phil Mickelson quelques semaines après la Ryder en marge du Safety Open qui disait à 48 ans je ne vais pas continuer à jouer des tournois avec du rough comme ça, c'est une perte de temps. Martin, les Américains, des gros bourrins en golf, hein. En golf ou cocasse, non, c'est un peu manichéen. Je trouve quand même, c'est normal. C'est la question. On cherche un peu à provoquer un peu, évidemment, avec ce genre de questionnement. Oui et non. Oui parce que leurs parcours sont. C'est un golf différent du golf européen au final. Je sais pas si c'est si différent que ça. C'est plutôt que les parcours américains sont préparés pour favoriser ce type de jeu-là. Ouais, on va dire que c'est un type de jeu un peu plus standardisé, un peu plus standardisé au sens propre du terme, c'est-à-dire des fairways relativement accueillants et surtout très roulants la plupart du temps. Et alors je dirais pas qu'il n'y a pas de rough sur les tournois du PGA Tour, ça c'est quand même un peu un raccourci un peu vite. Ouais, alors après. Voilà, il y en avait plus à Bay Hill quand même. Hein. Dès qu'il y en a plus, c'est comme sur National, ça se corse. Alors est-ce que c'est le fait qu'il y avait plus de rough ou c'est le fait que les fairways étaient un poil plus étroits et un poil plus exigeants et qu'il y avait un poil plus de vent et que comme par hasard dans ces conditions-là, oui évidemment les Européens du type Molinari, du type de ce genre de joueurs-là qui sont des lanceurs de fléchettes absolus et qui ratent à peu près jamais le fairway de leur existence. Il a dû en peut-être rater 2 dans sa vie et encore, je suis même pas sûr. Sont un peu plus avantagés. Ouais, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut voir. Non mais parce que c'est vraiment le parallèle avec le golf national. C'est assez incroyable. D'où la réflexion de Mickelson. Enfin, moi, j'adore ce joueur. Mais dire des choses pareilles, c'est quand même totalement stupide. Allez, messieurs, pour continuer le débat, je vous propose d'accueillir tout de suite Rémi Bedu. Alors, évidemment, quand on pense joueur américain, on pense à joueurs qui tapent fort, comme Koepka, comme Johnson, Thomas ou même Cameron Champ. Dernièrement, on va lui demander justement à Rémi Bedu pourquoi ces joueurs tapent si fort. On l'appelle Rémi. Rémi, bonjour. Bonjour. Alors on le rappelle, vous êtes pro au golf de Montgriffon, l'un de nos spécialistes techniques. Alors notre débat du jour, c'est pourquoi les Américains ou est-ce que les Américains sont-ils des gros bourrins ? On parlait justement des joueurs comme Koepka, Johnson, Thomas et Cameron Champ, des joueurs qui tapent très fort. Vous êtes notre spécialiste technique, alors simplement, comment font-ils pour générer autant de puissance ces joueurs ? Alors, je reviens sur le début de la question. Est-ce que tous les Américains sont des bourrins ? Non, vous le savez, j'aime pas ranger les gens dans des cases. Par contre, les noms que vous avez cités, oui, on peut les considérer peut-être pas comme des bourrins, mais en tout cas comme des athlètes et des joueurs qui tapent très très fort. Pour répondre à la question, la longueur, elle est générée par évidemment par la vitesse, et ensuite la vitesse, elle, est générée par différents systèmes. Ça peut être un système très explosif sur de la rotation, ça peut être un système qui peut être un système plutôt de jumper, donc on va retrouver des joueurs sur les pointes de pied et qui vont être en extension. Donc voilà, il y a différentes façons de créer de la vitesse et donc de la puissance. Arnaud, une question pour Rémi. Non, mais c'est pas une question, mais c'est vrai que de plus en plus, moi ça me désole un peu, on en parle, le golf prend une mauvaise direction où la puissance est plus importante que la précision. C'est Brandel Chambly
Le golf sur le PGA Tour, Arnaud. Ouais, mais c'est un peu pareil aussi en Europe. Bon, après, faut pas dire tout le temps c'était mieux avant, mais moi ça m'inquiète ce côté. C'est de plus en plus, je vous dis, les stades moins de stratégie, c'est ça, moins de stratégie, moins de précision surtout. Aussi moins de précision. La stratégie encore, mais la précision maintenant, il vaut mieux taper comme une brute, rater les fairways et voilà, et vous ferez des meilleurs scores. Alors Rémi, c'est un peu dommage. Parce que c'est un sport d'adresse aussi. C'est pas un sport que de puissance. C'est pas que un sport. Il y avait aussi une notion d'adresse qui est un peu en train de disparaître. En gros, pour vous, Arnaud, être un bourrin, c'est indispensable pour réussir sur le PGA Tour. Rémi, c'est votre avis aussi? Je pense en tout cas que là où je partage l'avis d'Arnaud, c'est que en effet, les Américains conçoivent le golf comme un sport et comme un sport athlétique. La preuve en est, c'est que dans leur formation, et comme le dit Arnaud, la formation des jeunes Américains, c'est taper le plus fort possible et ensuite on vous apprendra à la mettre sur le fairway. Et dans la formation des Américains, et maintenant on recherche ça aussi de plus en plus en France, c'est une formation qui est multisport pendant le plus jeune âge et on spécialise les enfants au golf que très tard. Est-ce que c'est mauvais de considérer que le golf est un vrai sport et un sport athlétique? Je sais pas. Alors aussi, évidemment. On peut mettre Arnaud et Rémi, on peut mettre aussi le côté spectacle. Hein. On sait que les Américains sont friands de spectacle. On sait que c'est sur les chaînes télé, les tournois du PGA Tour. Il y a cette notion de spectacle aussi qui rentre en jeu, Martin, c'est votre avis? Oui, évidemment que ça rentre en jeu énormément et évidemment que ça devient un petit peu parfois ridicule sur certains tournois où c'est vraiment la fête du birdie, c'est limite un concours de putting et de long drive. Alors après c'était un peu aussi comme ça au Saudi Open avec la victoire de Johnson. Ouais, bien sûr, mais ça dépend. Sur le Tour européen. Bien sûr, le Tour européen n'est pas exempt de ce genre de tournoi. Il en faut. Moi, je trouve que c'est cool de voir des mecs qui tapent fort et qui rendent des birdies dans tous les sens. Après, un petit bémol par rapport au fait que le golf moderne devient de plus en plus athlétique et de plus en plus important. L'exemple parfait et comme tu disais Arnaud tout à l'heure, il y a moins de place à la précision et malheureusement c'est le cas et quelqu'un comme Francesco Molinari l'a très très bien compris il n'y a pas si longtemps que ça. Et pourquoi est-ce que ce bonhomme-là depuis un an ou deux commence vraiment à être au top niveau mondial? Tout simplement parce qu'il a sacrifié un peu de régularité et de précision au drive au profit de la longueur tout court. Il s'est rendu compte comme un Justin Rose, comme pas mal d'Européens qui avaient une espèce de tradition comme on peut en avoir chez nous avec nos parcours un peu plus étroits. Tout ça pour s'imposer sur le PGA Tour et tout ça pour gagner un British Open. Progresser au classement mondial. Pour progresser au classement mondial, pour gagner une Ryder Cup comme il l'a gagné, etc. On parle pas de gagner 40 mètres d'un coup. Le gars, je crois, j'avais vu un papier il y a quelques temps de ça sur comment il s'était préparé depuis un an ou deux, même 3-4 ans plutôt, pour gagner en distance, pour gagner en explosivité et surtout pour se rendre compte qu'au niveau de ses stats, perdre 5-6% de fairway touché sur une année, ça lui permettait d'être un peu plus long, donc d'avoir un club ou deux de moins sur certaines attaques de green et donc d'être encore un peu plus précis, quitte à être dans les roughs qui sont de moins en moins pénalisants. Donc précis sur ses deuxièmes shots. Toujours aussi précis sur ses deuxièmes shots, mais avec des shots moins longs. Le vrai souci, moi je trouve par rapport à ce type de parcours, même si les fairways de l'Arnold Palmer Invitational à Bay Hill, c'était pas non plus des corridors de 2 mètres de large. Faut se détendre. C'est pas. Oui, mais on parle plus de généralité sur le PGA Tour. On voit des victoires à moins 23. Moins 22, moins 18, c'est des scores fleuves quoi. Moi ce qui m'embête plutôt c'est pourquoi on n'arrive pas, que ce soit en Europe et surtout aux États-Unis, à proposer de temps en temps des vrais tests de golf, comme au golf national. Des vrais tests de golf où la stratégie quand on voit devient prépondérante, ça lui plaît pas, c'est ça moi qui m'inquiète. Ça, c'est mais quand on lui propose enfin un vrai test de golf, monsieur se plaint. Alors messieurs, ça dramatique parce que c'est quand même un des deux joueurs les plus connus au monde et les plus charismatiques. Messieurs et Rémi, il y a quand même un contre-exemple, c'est aussi l'US Open. L'US Open, vrai test de golf. De moins en moins, justement. Enfin, on a vu avec la victoire de Koepka, c'est de moins en moins le test que c'était avant avec des fairways 3 et beaucoup de roughs. Ouais, mais c'est quand même sur le PGA Tour. Voilà. Et là, on voit sur les 10 dernières éditions de l'US Open les 6 victoires américaines. Rémi, une réaction? Ouais, je reviens sur ce qu'a dit Martin Coulon et c'est très intéressant à propos de Francesco Molinari. Quand vous m'avez demandé tout à l'heure sur la question comment on générait de la puissance et donc de la vitesse, c'est intéressant de voir que l'Italien
décolle son pied gauche pour venir transférer son poids sur le pied droit et augmenter sa rotation. Voilà encore un exemple de façon dont on peut produire. Et il ne faisait pas ça avant? C'est nouveau ça? Ouais, en tout cas, il l'utilise mieux et comme l'a dit Martin, pour gagner de la distance et pour pouvoir s'imposer au plus haut niveau. Moi, je reviens sur les amateurs qui nous écoutent pour leur dire ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs façons de générer de la puissance et allez voir vos pros qui vont trouver justement le moyen qui est le mieux adapté à votre jeu. C'est pas uniquement une question de muscle, une question de faire de la prépa physique à donf et à fond, pardon. Ah non, pitié, surtout pas. Non, la préparation physique, déjà, il faut pas confondre avec de l'haltérophilie. Et la préparation physique, ça peut être aussi bien de la dissociation, de l'équilibre, ça peut être aussi de l'explosivité. Donc, vous pouvez tout à fait améliorer votre condition physique et gagner de la puissance sans toucher un seul poids et juste travailler avec votre poids de corps. Alors, vous parliez des amateurs justement. Vous, quand vous donnez des leçons, est-ce que vos amateurs, ce qu'ils recherchent en premier, c'est gagner de la distance? C'est ça ce qui importe chez eux? Oui, alors moi, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent me voir en me demandant, Rémi, comment je peux gagner de la puissance? Avant de parler du physique, moi j'appelle ça le développement durable, je leur dis déjà, essayez d'utiliser au mieux l'énergie que vous produisez. Donc déjà, bien centrer la balle dans la phase de club, ça c'est déjà une priorité. Ensuite, prendre le drive en remontant, ça aussi c'est une possibilité. Avoir du matériel adapté, c'est aussi une possibilité. Donc avant de parler du physique pour gagner de la distance, on a plein de leviers qui sont utilisables par tous les pros en club. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Rémi pour toutes merci, ces à réflexions. bientôt. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Et pour continuer notre débat, je vous propose d'accueillir Mathieu de Cotigny-Lafont. Alors Mathieu, il se prépare pour le Challenge Tour et il s'est notamment entraîné en Floride cet hiver. On va lui demander pourquoi. Allez, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, notre débat aujourd'hui, c'est les Américains sont-ils des bourrins? Alors, vous répondez quoi à cette question? J'ai envie de dire oui et non. C'est sûr que dans leur mentalité, ils sont assez, je dirais, assez simples. C'est mais à sympa, côté ça. Oui, non, mais assez simple, c'est pas du tout un défaut. C'est que voilà, ils vont pas se prendre la tête avec des petits détails qui peuvent nous encombrer. Donc, je dirais oui, ça peut être des bourrins, mais après, quand on voit leurs résultats et leur culture du golf, on peut aussi se poser des questions si on pourrait pas être un peu plus bourrins, nous, à notre tour. Ouais, mais Mathieu, on pensait plutôt à des bourrins physiques qui tapaient comme des brutes. Ah, oui, si, oui, c'est. C'est oui, quoi. C'est oui, voilà. C'est des mecs qui frappent beaucoup plus fort que chez nous, mais je pense qu'il y a un truc qui joue beaucoup là-dessus, c'est leur parcours demande une frappe de balle beaucoup plus longue que ce dont on a besoin en Europe. Alors Mathieu, racontez-nous pourquoi vous avez décidé de vous entraîner en Floride cet hiver. Je voulais en fait me mettre dans les meilleures conditions possibles pour m'entraîner et essayer de trouver un endroit qui rassemble une herbe assez compliquée à gérer, donc en l'occurrence le Bermuda Grass, et ensuite d'avoir des golfs très bien entretenus et des parcours assez durs. Et c'est vrai que je dirais que le parcours moyen en Floride est un très 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 bon parcours en Europe. Et c'est sûr que quand on commence à scorer sur ce genre de parcours régulièrement, on se sent tout de suite beaucoup plus prêt, beaucoup plus confiant pour la suite de la saison. Mais quand on score pas, c'est aussi ça permet aussi de mettre beaucoup plus son jeu en perspective et de mettre le doigt sur ce qui va pas. Alors vous avez joué notamment le parcours du Honda Classic, le Champions Course du PGA National. Alors pour ceux qui connaissent pas là-bas, faut vraiment taper fort pour bien jouer, c'est une priorité. Alors, oui et non. Vu la manière dont c'est préparé, il faut frapper fort, mais il faut aussi frapper assez droit, parce que les roughs étaient déments, c'est des roughs où la balle part en fly monumentaux, et les greens sont très très fermes et très rapides. Donc moi, je me suis retrouvé avec des coups de sandwich du rough, où ma balle roulait en pitchant à plat, où ma balle roulait plus de 20 mètres. Donc, la priorité était vraiment de venir du fairway
Et évidemment, si on vient du fairway avec un tout petit club, c'est bien plus facile que de venir avec un long club. Arnaud a une question pour vous. Mathieu, c'est la première année que vous allez aux États-Unis pour vous entraîner, et est-ce que vous vous sentez plus fort que... Est-ce que vous avez senti que vous progressiez? Oui, j'ai senti que j'ai passé un cap dans beaucoup de secteurs de jeu, et j'ai l'impression d'avoir, entre guillemets, gagné du temps et d'avoir capitalisé au maximum sur mon mois de février, quoi. Je sais que là, j'ai appris des choses et j'ai mis... ça permet en fait de mettre en perspective les conditions qu'on va avoir lors de tournois et sur des parcours durs. Et à l'entraînement, c'est quand même mieux de se dire, bon bah ok, aujourd'hui j'ai fait plus 4, mais si tu regardes, t'as mis 4 fois des mauvais côtés, tu t'es laissé avec le chip mort, et derrière c'était quasiment impossible de faire un approche putt. Donc ça permet de prendre des bonnes infos pour la saison et des bonnes directions. Ouais. Martin. Ouais, Mathieu, je sais que tu t'es entraîné dans certains endroits un peu très privilégiés où il y a quelques gros cadors qui tapaient pas très loin de toi. Ouais, je notamment pense à Koepka. Brooks Koepka en particulier. Ouais. Dans la thématique du jour qui est les Américains bourrins, blablabla. Ce bonhomme-là, c'est l'exemple parfait, mais c'est un vrai bourrin. On est d'accord que c'est pas que ça non plus. Ah non, c'est pas que ça non plus. Il faut regarder aussi son swing et comment il bouge. Le type est assez souple, assez flexible. Après, j'ai aussi, je l'ai vu au golf et je l'ai aussi vu beaucoup à la salle de sport. Et c'est un vrai bourrin. C'est un mec qui adore soulever des poids. Et le mercredi avant le Honda, il était 19h30, il jouait l'après-midi. Et le type était en train de faire du développé couché. Donc mais après, c'est un mec à part. J'ai vu Justin Thomas aussi au sport, qui lui, au contraire, était que avec des élastiques et avec des poids très légers. Mais pour revenir sur Koepka, voilà, c'est un vrai bourrin, mais c'est aussi un gros bosseur et c'est un mec qui a une frappe de balle assez dingue. Ouais. Vous avez pu jouer aussi avec Ricky Fowler. On a vu quelques photos. Ouais, Racontez-nous un peu cette partie partagée avec Ricky. Alors, j'ai pas joué avec lui, on s'est juste entraîné ensemble et je l'ai rencontré sur la zone d'entraînement. C'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et voilà, c'est un mec déjà un exemple sur la manière dont se tenir avec les différents fans. Et en tournoi, j'ai été le voir le mercredi du Honda. Et le type répond absolument à toutes les demandes de photos des fans qui sont dans les cordes, etc. C'est celui qui est le plus sollicité. Donc je trouve ça vraiment bien de voir ça comme exemple parce qu'en France, les types ont tendance à faire 3 birdies d'affilée et à dire bonjour à la moitié des personnes qu'ils connaissent. Lui, voilà, c'est un type qui est top 10 mondial, qui va encore, je pense, s'améliorer. Et il est resté super simple. On a eu une discussion, voilà, d'un mec de 29 ans et d'un mec de 26 ans. Et ça fait vraiment du bien de voir des mecs comme ça. Il est un peu moins bourrin que les autres en plus, Ricky. Il est un peu moins bourrin que Koepka ou. 1000 fois moins bourrin. C'est un mec. En sport, je me suis entraîné en fait avec un mec avec qui il a bossé pendant 5 ans. C'est un type qui fait du sport, mais qui le fait, je dirais, très intelligemment, qui respecte son corps, qui sait qu'il doit se renforcer parce que voilà, il a un petit gabarit, mais la base de sa puissance vient de la tonicité. Et quand on voit son swing, on sait que derrière en sport, voilà, il fait les bonnes choses vu son gabarit, quoi. Un mec comme Koepka, il peut charger. Voilà, il adore ça, mais son corps peut supporter ça. Je pense que Ricky, si on le fait bosser comme Koepka, il pourrait se blesser, quoi. Martin. Ouais, Mathieu, tu vas évoluer sur le Challenge Tour cette saison, et on a souvent tendance à dire que les joueurs du Challenge Tour, pour s'imposer de façon multiple et durable sur le Challenge Tour, il faut être aussi un petit peu bourrin sur les bords parce que les parcours sont un petit peu plus ouverts que sur le Tour européen. Permissif, on va dire. Est-ce que c'est comme ça que tu envisages ta saison cette année ou pas du tout? Ouais, je sais qu'il va falloir scorer bas. Et pour scorer bas sur ces parcours, en effet, il faut être assez offensif. Il y a très peu de parcours dans l'année qui vont faire penser, par exemple, au golf national, où il va falloir jouer assez conservateur, penser à prendre les fairways, le milieu des greens, laisser les coups de wedge, aller se mettre près des mâts, etc. Là-bas, c'est vraiment beaucoup sur le Challenge Tour, de drive, taper du départ ou pas. Derrière, pas spécialement des longs clubs. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra aller arracher les tétines parce que les types, ça envoie du -20, -23 quasiment toutes les semaines. Donc voilà, je me prépare à ça. Je me prépare aussi à être plus offensif sur le jeu de fer. Et c'est pour ça que j'ai mis un gros coup de collier au niveau du petit jeu et au niveau du putting parce que c'est un indispensable. L'année dernière, j'ai réussi à monter sur le Challenge Tour entre guillemets sans putter. Je sais que sur le Challenge Tour, ce sera pas possible de monter sur le tour sans putter.
Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. On est toujours avec Mathieu de Cotigny-Lafont et Arnaud Thious avait une question pour vous, Mathieu. Oui, Mathieu, vous l'avez dit, vous êtes monté sur le Challenge Tour. Est-ce que vous êtes impatient? Vous avez découvert à l'Open de France, vous aviez bien figuré il y a quelques années. Est-ce que vous avez pris un peu de temps pour monter à votre goût? Est-ce que vous êtes impatient? Dans quel état d'esprit vous êtes de découvrir l'antichambre du Tour européen? En fait, c'est exactement ça. Challenge Tour, j'avais eu l'année de l'Open de France, j'avais une catégorie partielle dessus, donc j'ai joué cette année-là, j'ai joué 8 tournois. Et sur les autres années, toutes les années confondues, j'ai joué 20 tournois, donc je sais à quoi m'attendre en termes de niveau de jeu. En revanche, c'est la première fois où je peux planifier les tournois que je vais jouer, où je vais être un membre à temps complet. Et en effet, j'ai pris du temps pour me reconstruire, j'ai changé beaucoup de choses ces 4 dernières années, mais je sens que ça commence à arriver à maturité. Et je suis complètement impatient de démarrer la saison et de retrouver un peu le stress de la compétition. Alors pour vous, premier tournoi pour vous, Jordanie ou non, ou Turquie? Turquie fin avril, ouais. Alors là, vous êtes dans le sud de la France, hein, vous êtes entraîné avec votre coach Benoît Ducoulombier. Ouais. Est-ce que vous avez des nouvelles de Victor Dubuisson en ricochet? Parce qu'on a vu qu'il s'était scratché pour allergie au Qatar. Est-ce que vous avez un peu plus? Il s'est mis à saigner en fait du nez sur le parcours. Il y a eu, c'était vraiment très désagréable. Et du coup, il a décidé de se retirer. J'ai pas tellement de nouvelles sur la suite de son calendrier, mais je pense que rien n'a changé. D'accord. Bon, c'est déjà une bonne info. Messieurs, une dernière question pour Mathieu de Cotigny. Non, mais l'objectif, c'est le Tour européen, c'est des victoires, c'est d'apprendre. C'est quoi l'objectif pour cette année? Je dirais que j'ai 26 ans, donc j'ai appris beaucoup ces dernières années. Maintenant, on va dire qu'il faut passer la seconde. Et quasiment à chaque saison, mon objectif, c'est de gagner 3 tournois. Et ça n'a pas changé pour 2019. C'est mon objectif. Je travaille pour ça. Et voilà, on sait que les 3 tournois, ça permet une accession directe au Tour européen. Après, si la 3e victoire doit être à la finale, tant mieux. Et j'aurais fait une bonne saison pour me préparer au Tour européen sur Challenge Tour. Ça marche. Merci beaucoup, Mathieu de Cotigny-Lafont. Merci à vous. Et à bientôt. À bientôt. Ouais, à bientôt. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Et on va passer tout de suite à l'actu golf de la semaine dernière. Et ça se rapproche un petit peu plus pour Michael Lorenzo Vera qui a terminé 2e au Qatar, 2 coups derrière le Sud-Africain Justin Harding. Encore une fois, c'est passé pas loin pour le Basque. Ouais, c'est passé pas loin. Mais moi, ce qui m'intéresse au-delà de cette 2e place et de cette petite, on peut dire c'est une déception évidemment. Je pense moi perso, je l'ai pas eu. Après il fait -2, hein, donc il a pas grand-chose à se reprocher. C'est l'autre qui fait -6, c'est toujours pareil. Mais moi, ce qui m'intéresse au-delà du score, c'est la manière, c'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, il n'a pas quitté le top 3 de toute la semaine, Mike, et je crois que c'est la première fois qu'il fait ça sur le tour, et c'est cette régularité-là, moi, qui m'intéresse. C'est cette régularité dans le jeu, dans l'attitude, dans le côté un peu agressif. Évidemment, on va dire, il faudrait être un peu plus agressif pour planter les tournois, il faut rentrer des pelles, blablabla. Oui, après, on lui avait reproché d'être trop agressif, c'était en Suisse. Encore une fois, pour gagner en golf, il faut bien jouer, et il faut mieux jouer que les autres. Là, c'est pas n'importe qui a gagné le tournoi, qui a fait -6 le dernier jour. Ils ont joué ensemble le samedi, Mike avait mieux joué que lui. L'autre a pris sa revanche le dimanche en venant un peu de derrière avec -6. C'est un bon résultat. Il a joué tous les jours sous le par. C'est encourageant. Il continue à être dans la bonne direction. Il passe 101e mondial, Michael Lorenzo Vera, qui devrait normalement jouer l'USPGA en mai. Oui, ouais. en mai prochain. On espère qu'il sera même encore mieux classé d'ici peu de temps. Allez, cette semaine, direction le Kenya pour le Tour européen, un tournoi qui autrefois ouvrait la saison du Challenge Tour. Et comme Oman, comme l'Open d'Oman, il est passé sous le drapeau Tour européen. Alors quand on regarde le champ, c'est plus un tournoi Challenge Tour qu'European Tour. Un meilleur joueur, Justin Harding, 51e mondial. C'était déjà d'ailleurs le cas la semaine dernière. Et quand on regarde les catégories, beaucoup de joueurs rentrent dans le champ comme Grégory Bourdi, Mathieu Fénas ou Hugo Cousso. Alors pour les plus pointilleux, c'est la catégorie 22, c'est-à-dire ceux qui avaient passé le cut de la finale des Q-School et donc qui ont une caté pleine sur le Challenge Tour. Alors messieurs, une réaction sur ces tournois. On voit beaucoup de tournois comme ça, moins de 2 millions d'euros. Dont l'Open de France, il existe. Dotation. On pense à Oman, on pense à Maurice. Plus tard dans la saison, le Chess Master, l'Open d'Espagne. C'est un peu inquiétant pour le Tour européen. On nous dit qu'il y a beaucoup d'argent, mais au final,
Je sais pas si c'est tant inquiétant que ça. Je me faisais la réflexion, je me disais, c'est nul qu'ils aient. C'était un des plus gros tournois, si ce n'est le plus gros tournoi du Challenge Tour. Enfin, un des plus gros tournois du Challenge Tour les années précédentes. Moi, je trouvais ça plutôt dommage, plus pour le Challenge Tour que pour le Tour européen. Comme Oman au final. Et d'un autre côté, tu as envie de te dire, mais oui, mais sauf que ça ouvre la porte à des gars qui ont une catégorie très limite, voire très peu d'accès sur le Tour européen, et ça leur donne une chance de s'imposer sur le Tour européen. Même si c'est un petit tournoi, même si c'est une petite dotation, si tu gagnes le tournoi, ça change un peu toute la saison, toute la physionomie même de ta carrière. Quoi. Donc quelque part, c'est peut-être pas plus mal, c'est peut-être pas si mauvaise chose que ça. C'est inquiétant, oui et non. Je sais pas, je pense qu'il en faut un peu pour tout le monde sur le Tour européen. Non, mais c'est vrai que c'est de plus en plus un tour à deux vitesses quand même, avec des très gros tournois, des gros tournois et des tout petits tournois. Il n'y a rien au milieu. Encore une fois, l'Open de France, on est la preuve vivante, puisqu'il va passer de 7 millions de dollars à cette catégorie de 1 million, 1,6 million. C'est pas encore défini. S'il a lieu, encore une fois, s'il a lieu. Allez, un tournoi, on va retrouver notamment Romain Langasque, qui garde de bons souvenirs. Rappelez-vous, il avait terminé, c'était sur le Challenge Tour, un deuxième en 2016. Il était encore amateur. Il était encore amateur, exactement. Sur le Challenge Tour. C'était sur le même parcours, le Karen Country Club de Nairobi. Et justement, on va l'écouter, Romain Langasque. On a pu le joindre sur WhatsApp. Il nous a fait quelques sonores et on le remercie, Romain. Ouais, c'est vrai que mon expérience au Kenya en 2016, ça reste un super souvenir. Surtout que c'était mon premier tournoi pro et j'étais encore amateur, mais c'était mes premiers points pro qui comptaient et c'était quand même important pour moi parce que c'était ma dernière préparation avant le Masters. Donc c'est vrai que c'est un tournoi que je garderai en souvenir et en plus de ça, j'avais fait deuxième. C'est un parcours qui me plaît beaucoup parce qu'il y a énormément d'options. Il y a vachement de façon de le jouer. Tu peux le jouer très, très cool avec beaucoup de fer au départ et tu auras beaucoup de wedge à jouer, mais il y a aussi beaucoup de trous. Tu peux aller très proche du green avec le bois 3 ou avec le drive. Et c'était comme ça que je l'avais joué moi il y a 2 ans, assez offensif et j'avais fait un gros dernier. Alors même parcours messieurs, mais cette année pas même configuration pour ce Kenya Open version European Tour. On écoute Romain Langasque. Là il est un poil différent parce qu'ils ont refait entièrement tous les greens. Donc ils sont toujours aussi petits mais ils sont un peu différents d'avant. Donc c'est pas exactement le même parcours mais ça fait moi c'est un parcours que j'apprécie beaucoup et sur lequel je me sens très bien. En plus sachant que mon début de saison, ça a été un super début de saison, c'est dommage parce que j'ai fait un mauvais week-end à Oman et un mauvais premier tour la semaine dernière à cause du putting. J'ai changé de putter ensuite le soir du premier jour et ça va beaucoup mieux depuis, donc ça c'est top. Et puis donc comme je disais, beaucoup de bons souvenirs et un parcours qui me plaît beaucoup. Messieurs, Romain Langasque, on le rappelle, qui a gardé sa carte via les Q-School, la finale des Q-School, une victoire de Romain, qui a récupéré sa carte. Qui a récupéré sa carte, exactement. Merci de le préciser, Arnaud. Non, mais c'est important. Ils sont les 3 Français avec Clément Sordet et le troisième qui m'échappe, qui viennent des Q-School ou du Challenge Tour, qui pour l'instant ils sont en tête du classement Victor Pérez, merci, du Tour européen. C'est le renouveau du golf français. Ça fait du bien de les voir jouer, de bien jouer en début de saison. Après ils sont obligés de jouer ces tournois-là parce qu'ils rentrent pas partout, et notamment la semaine prochaine en Malaisie, ils ne rentreront pas. Donc il leur faut un bon résultat cette semaine. Allez, on file sur le PGA Tour. Il y a un tournoi un petit peu plus gros, c'est le Players Championship qui revient au mois de mars. C'est une première depuis 2006, c'était avant en mai. Ça revient au mois de mars, souvent réputé comme le 5e majeur. Ah non, messieurs, non? Non, évidemment que non. Il y en a 4 des majeurs, il y en aura toujours 4. Merci Arnaud. Le Players, c'est surtout le TPC Sawgrass avec son finish 16, 17, 18. Et justement, on avait rencontré avec Benjamin Cadieux Jean Van de Velde dans les allées du Players il y a quelques années. Alors on le rappelle, Jean, il l'a joué 2 fois en 2000 et 2001. Bon, il n'a pas passé le cut, mais il nous parle de ce terrible finish. Le 17, c'est vrai que c'est le trou signature. Mais bon, il faut quand même se souvenir que c'est 135 yards jusqu'au milieu du green ou 136. Donc c'est un coup de fer neuf. C'est-à-dire, c'est pas la fin du monde. Une fois que tu as la profondeur, tu as 25 mètres en largeur pour mettre la balle sur le green. Donc à l'arrivée, ce qui te fait paniquer, c'est les 80 000 personnes qui sont autour de ce trou-là. C'est le fait que tu joues pour un prix total de 9 millions de dollars. Donc si tu veux, il y a plusieurs ingrédients qui font que maintenant, si tu mettais un gros grass bunker à la place de l'eau, il n'y a personne qui raterait le green. Donc c'est aussi simple que ça. C'est le côté d'intimidation, le côté où tu sais si tu rates, tu t'en prends plein le museau. Après le 18, moi j'ai toujours trouvé que c'était vraiment un bon trou. Tu n'as pas d'échappatoire à droite, tu es obligé de faire tourner la balle de droite à gauche, ce qui est vers l'eau. Et ça c'est toujours assez délicat. Et à partir de là, un green aussi assez torturé. Donc c'est vraiment un bon trou de golf. Si tu arrives avec 2 points d'avance au départ du 16, tu sais qu'en finissant
en finissant quoi qu'il arrive avec 12 coups, tu vas gagner très certainement le tournoi. Messieurs, Martin, vous êtes aussi allé aux Players, 80 000 personnes autour de ce trou numéro 10, c'est un peu exagéré. C'était Thomas Level ou Jean Van Nevel? Non mais c'est vrai qu'il y a du monde et c'est vrai que c'est une sacrée arène et on s'en rend pas forcément bien compte à la télé, mais c'est assez impressionnant même quand on y va à pied, même dans les parties de reco et tout, c'est un petit trou. C'est un trou mythique le 17 comme de Sogras, comme le 7 de Pebble ou même le 12 de oui, il s'est passé tellement de trucs complètement débiles, je pense au trou en 1 de Fred Couples pour faire le par, il y a quelques éditions de ça, je pense au putt de Tiger Woods, le fameux Better Than Most, ce genre de truc, donc évidemment c'est iconique total parce que déjà le trou est tout petit, voilà, il y a de l'eau, il y a machin, il y a des dangers, il y a un côté un peu stadium. Et puis c'est le 17, contrairement aux autres. 17, là, le tournoi se joue bien souvent là. Ce Jean disait que le green était assez large, mais quand le drapeau est collé à droite, il y a beaucoup de joueurs qui vont le chercher. Et là, évidemment, si vous ratez un petit peu... Allez, le player, c'est également le retour à la compétition de Tiger Woods. De qui? De Tiger Woods. Martin, il veut donner un pronostic, je pense. Après son forfait la semaine dernière à cause d'une blessure au cou. L'info, c'est surtout que Woods aurait un coach de putting. Ouais. Aurait ou a? Il a. Et comment il s'appelle ce coach de putting? Vous allez nous le dire, Martin. Je sais plus, j'ai oublié son nom. On a vachement bien préparé ce podcast. Tout le monde piégé. Oui, bon bref, c'est en particulier le coach de JB Holmes. C'est un très jeune coach, ce bonhomme dont j'ai totalement oublié le nom et je m'en excuse, mais vraiment platement, déjà auprès de lui et déjà auprès de tous ceux qui nous écoutent. Et j'espère que quelqu'un va nous le trouver d'ici la fin de cette intervention ridicule. Non, ce qui est vachement intéressant, c'est que déjà c'est un jeune coach. Il était à 22 ans seulement. Il coachait déjà 3 joueurs de la Ryder Cup en 2008. Et en plus, je crois qu'il coachait aussi le capitaine Azinger. Alors c'est Matt Killen. Voilà, Matt Killen, évidemment. Américain. On m'a soufflé dans l'oreillette. Et il s'occupe de temps en temps du putting aussi de Justin Thomas. Et c'est, je crois, par l'entremise d'ailleurs. Oui, mais ça, j'en ai pas besoin, c'est totalement secrète. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, pas par l'entremise d'Arnaud, mais par l'entremise de Justin Thomas à Jupiter en Floride. Et en fait, je crois que Tiger avait besoin juste d'un petit check, d'un petit deuxième coup d'œil. C'est ce qu'il a à demi-mot dit pendant sa conférence de presse. Enfin, à demi-mot. Il l'a dit tout court, même pendant sa conférence de presse d'hier, de mardi. Et je trouve ça très intéressant que Tiger recherche quelque chose d'un peu plus naturel et recherche surtout une position à l'adresse qui était celle qu'il avait quand il puttait excessivement bien pendant les années 2000 à 2005-6 quoi. Du coup il va gagner Tiger. Oui non mais peut-être qu'il va gagner, mais en tout cas c'est bien qu'il reconnaisse ses faiblesses, qu'il en parle, qu'il annonce, et effectivement c'est vrai que son putting inquiétait un peu, et c'est ce qui lui manque, c'est ce qui lui a pas mal manqué pour gagner. Il en a gagné un l'année dernière, mais en tout cas pour être encore plus performant en Grand Chelem, on espère que... C'est juste qu'il a peut-être dégueulasse sur les 2 derniers tournois, mais c'est même lui qui le dit, je me permets pas de juger le putting d'un bonhomme comme ça vu le mien en particulier, mais c'était assez délirant de le voir prendre des 3 putts dans tous les sens, un 4 putts pour un double bogey, enfin c'était pas ça du tout, et dans sa conf de presse il a expliqué un petit peu ce qu'il recherchait. Il a expliqué qu'il recherchait une espèce de putter qui se referme, une espèce de façon presque de hooker, d'avoir l'impression de hooker ses putts, et en fait c'est une sensation qu'il avait quand il était au top de sa forme sur les greens dans les années 2000, et je trouve ça très intéressant de rentrer un peu dans la cuisine surtout du putting et du putter de Woods, et de se rendre compte surtout qu'il fait confiance à un œil extérieur pour retrouver ça, et ça je trouve ça vraiment vachement encourageant. Allez, en tout cas on va suivre de près le résultat de Tiger Woods à chaque fois comme il est pronostic Arnaud, parce que il est sur un tournoi du PGA Tour, on peut plus, il n'a pas de putting, on sait plus où il en est de son putting, on peut pas faire de pronostic. Pas de bon podcast sans un bon pronostic de Tiger Woods par Arnaud. Allez Arnaud, lâche-toi. Non, moi je fais comme Martin Coulon, moi je sais pas. Allez messieurs, si vous ne voulez pas faire de pronostic, on va passer tout de suite c'est Rémi qui va faire un pronostic. C'est au moment qu'on attend le plus dans cette émission. Tout le reste est du vent, mais la chronique de Rémi Rivière, on l'écoute avec passion. C'est de l'or. Bonjour, on rappelle, vous êtes plus de 500 à avoir rejoint notre ligue Rémi Rivière, le tour européen. La ligue Rémi Rivière, on l'a dit, file en Afrique pour le Kenya Open. Exactement. Alors Rémi, notre équipe, qu'est-ce que ça donne? On en est où? Je vous l'avais dit la semaine dernière, on imaginait bien Mike Lorenzo Vera faire un coup au Qatar, et même si le Basque termine finalement 2e, ça nous fait quand même du bien au classement. On passe 115e du ranking. Ouh là là, bientôt le top 100. Bientôt le top 100. Il y a une prime, il y a une prime si c'est top 100. Comme Mike.
On espère, bientôt le top 100. on nous le souhaite en tout cas. Et on est à 2000 points de notre leader Stéphane Le Goc. Alors je précise qu'on a tenté de joindre Stéphane, mais pour l'instant celui-ci fait la sourde oreille à nos sollicitations. Il est trop timide. C'est possible. Ouais, et surtout, il aurait dû parce qu'il sera plus en tête probablement la semaine prochaine et là, ce sera fini, ce sera un autre. Et ça sera terminé. Allez Rémi, cette semaine on l'a dit, c'est le Kenya Open. Alors quelle équipe? On a dit un champ assez réduit, plus Challenge Tour que Tour européen. Rémi, quelle est notre équipe? Justin Harding sûrement, non? Notre capitaine est français, Jean-Philippe tout d'abord. Il a 23 ans, il est né dans le sud-est de la France. Bien belle région. Il n'a encore jamais gagné sur le Tour européen et il habite en Andorre. Il s'appelle, messieurs... Victor Dubuisson? Ah non, Romain Langasque. Langasque qui avait terminé 2ème du Kenya Open, c'était en mars 2016 sur le Challenge Tour. Et c'était déjà sur le parcours du Karen Country Club. Avec lui, on prend Justin Harding. Absolument, Langasque capitaine. Coup de poker. Coup de poker. Donc je continue Justin Harding, vainqueur dimanche au Qatar. Jean-Philippe, on en a parlé tout à l'heure. On prend aussi le Sud-Africain Eric Van Rooyen. L'Anglais Oliver Wilson, 2 de ses dauphins au Qatar, terminé 2ème avec Mike. On va chercher Adri Arnos, le natif de Barcelone qui ne loupe pas beaucoup de cuts depuis le début de la saison. Et enfin, un autre petit Frenchie, Clément Sordet. Clément qu'on sent bien en forme et dans son golf en ce début d'année, donc pourquoi pas? Eh bien, pourquoi pas Clément Sordet. Merci Rémi pour tout, et retrouvez toutes les infos sur la Ligue Fantasy League du Journal du Golf sur notre page Facebook. Allez, merci à tous. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci, et on se retrouve la semaine Rémi. prochaine. Salut. Ciao. Swing, le podcast de l'équipe et Journal du Golf.